Jean-Luc, on voit une conférence ici. Quel est l'objet de cette conférence? L'objet, c'est d'abord l'unité. Nous devons nous unir parce que sans unité, nous ne pourrons rien faire. Si chacun mène un combat dans son coin, alors nous n'allons jamais avancer, nous n'allons pas comprendre qui est en face de nous. Parce que la personne qui est en face de nous a de l'argent, a les moyens, les finances, a tout pour nous infiltrer comme ils l'ont déjà fait. Depuis plus de 4 ans de combat intensif, ils nous ont infiltrés. C'est pour ça que nous voyons qu'aujourd'hui, le combat a un peu perdu de son intensité. Mais nous qui nous battons pour le Congo, nous disons, nous n'allons pas laisser tomber parce que la cause pour laquelle nous luttons est noble. C'est pour ça que nous continuons, nous mettons la pression pour que les choses puissent changer. Il nous reste 2 ans. 2 ans pour nous organiser parce que rien n'est acquis. Monsieur Kabila peut à tout moment se maintenir par la force. Mais nous, Congolais, nous devons nous battre pour lui faire obstacle. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons convoqué une réunion pour montrer que nous pouvons être unis, nous pouvons être ensemble, nous pouvons être acteurs de notre futur. Donc nous devons nous mettre ensemble pour trouver les voies et moyens. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler qu'on tue à l'Est. Mais combien d'entre nous envoient de l'argent pour les femmes violées, pour les enfants orphelins? Quelles sont les cotisations faites? Il faut une plateforme qui permet de piloter toutes ces actions. C'est pour ça qu'aujourd'hui nous sommes ici, pour échanger avec nos frères, pour que les gens puissent savoir qu'il y a une plateforme qui est en train de se mettre en route, qu'il y a quelque chose qui est en train de venir, que les Congolais vont se mettre ensemble. C'est vraiment important. Donc voilà mon message et je tiens à vous remercier. Merci Ingeta. C'est pas un mariage contre nature, vous mettez ensemble les combattants MNC, UDPS, UNC et les autres. Est-ce que tous ces gens ne se battent pas pour le Congo? Alors si on doit commencer à faire des choses, chacun dans son coin et à s'identifier, on ne va jamais avancer. Il faut que nous nous mettions ensemble, nous devons donner l'exemple. Je tiens à vous dire que tous les gens par exemple du MLC ne sont pas pour leur entrée au gouvernement. Mais c'est nos frères. Est-ce que nous devons les tuer ou nous devons essayer avec ceux qui ont la volonté, nous battre pour faire avancer? Il ne s'agit pas d'un mariage, il s'agit d'échanger. C'est seulement l'union qui va nous faire gagner. Quand au Burkina Faso, on a délivré, c'est toute l'opposition qui s'est mise ensemble. Et c'est ça qui a permis la libération. Je vous remercie. Bonsoir. Jeannot, merci et je vous remercie d'être venu. Bon, comme vous le savez, donc, on m'a présenté comme étant le représentant, le responsable de la MPP. La MPP, c'est la majorité présidentielle populaire, qui est la plateforme du soutien au président élu, M. Etienne Tshisekedi. Et comme je l'avais expliqué dernièrement, la MPP a comme objectif, un des objectifs de la MPP, c'est la défense de la légitimité populaire et la lutte pour la récupération de l'impérium. Alors, sans plus tarder, je voulais dire ceci. C'est vrai que, comme vous avez suivi les documentaires qui viennent de passer, il y a eu des contradictions. Et je pense que certains disent qu'il ne faut pas toucher à l'article 120, donc ne pas réviser la Constitution. D'autres les disent. Mais comme vous le savez, les politiciens congolais nous ont habitués à des changements de situation, à des changements d'idées. Et là, il faudra que nous restions vigilants pour qu'on ne soit pas surpris, comme en 2011, où, je crois, on a dû changer la Constitution, qui est, disons, le nombre des tours de la présidentielle, qui est passé de 2 tours à un seul tour. Donc, il faudra que nous restions vigilants, il faut que le combat puisse continuer jusqu'à la fin. Parce que jusque-là, moi, je continue, nous continuons, nous, au niveau de la MPP, à rester sceptiques. Ces gens sont capables de tout. Alors, est-ce que la question dont on nous pose souvent,
est-ce que l'AMPP, donc les différents partis politiques réunis au sein de l'AMPP, vont-ils ou l'AMPP va-t-elle participer aux élections de 2016? D'emblée, je vous dis que les élections de 2016 ne sont pas d'actualité pour nous. Parce que pour le moment, il y a ce que nous appelons, il y a une crise de légitimité qui continue à courir. Et il faudra qu'avant 2016, même une minute avant le 9 décembre 2016, que cette crise de légitimité soit résolue. Et c'est la raison pour laquelle, bien souvent, on nous critique. On nous dit, voilà, nous voulons le dialogue. C'est la raison pour laquelle nous avons adhéré au dialogue que nous n'avons pas demandé. Le dialogue qui a été demandé par la communauté internationale, comme vous le savez, le dialogue qui a été demandé par l'accord cadre d'Addis Abeba et qui a été confirmé par la résolution 2098 du Conseil de sécurité. Et c'est dans ce sens-là que nous appuyons ces dialogues. Et dans ces dialogues que nous appuyons, ce n'est pas pour aller se partager le pouvoir, comme certains risquent de le penser, mais un des points essentiels lors de ces dialogues, c'est les problèmes de la crise de légitimité. Car cette crise de légitimité continue à perdurer jusqu'aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle le Congo est ingouvernable. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, Kabila qui avait bâti son mandat usurpé, l'actuel mandat sur la paix, le retour de la paix au Congo. Aujourd'hui, comme vous le voyez, les événements contredisent M. Kabila, l'insécurité est croissante. À Beni, vous assistez pratiquement tous les jours à des tueries. Au Katanga, comme je l'avais dit, qui est normalement la province minière, où avec leur croissance qui vante tant, on aurait pu croire que la sécurité allait régner, mais c'est tout justement au Katanga que nous assistons chaque jour à des créations, à des formations de groupes armés. Donc voilà la raison pour laquelle nous souscrivons et l'UDPS qui est, disons, l'autorité morale de la MPP, nous souscrivons au dialogue selon les accords cadres d'Addis Abeba. Alors, je dis toujours que la pire des choses qui peut arriver à une famille, c'est la division. On veut nous diviser en nous distrayant, en nous disant pour que nous puissions ne pas suivre ce qui se passe réellement au niveau de notre pays. Et je crois que le plus grand danger qui nous guette au niveau de ceux qui militent en faveur de la démocratie, c'est la division. Ce sont les rumeurs. On a appris récemment, lorsque mon ami et frère Félix est allé mener une bonne campagne, ce qui était la première fois depuis les élections de 2011, parce que depuis 2011, l'opposition, les partis politiques de l'opposition ne sont plus sur le terrain. Et lorsqu'il y a une personne qui va sur le terrain pour parler à la population, parce que comment voulez-vous que cette population se soulève si vous ne leur parlez pas, si vous ne leur conscientisez pas? Donc je pense que ce genre de rumeurs, ce genre de rumeurs qui cherchent à diviser l'opposition, nous devons essayer de les dépasser. Parce qu'actuellement, il ne faut pas que nous puissions confondre notre adversaire. Et j'ai souvent l'impression que nous confondons l'adversaire. La dernière fois, j'étais à la radio Air Libre. Qu'est-ce que je n'ai pas entendu sur le président Tshisekedi? Azo Salamini, na Esekuna, na Beni Bazo Koufa, Ya Fandi, Azo Salamini, tout ça. Non, mes chers amis, ne confondons pas l'adversaire. Tshisekedi nous a demandé de l'aider à récupérer l'impérium. M. Tshisekedi n'a pas l'armée. M. Tshisekedi ne dirige pas les forces de sécurité. M. Tshisekedi ne dirige pas. Ce n'est pas lui qui a en main la banque centrale. L'État, on ne va pas au pouvoir comme ça. Il y a un programme politique, il y a un programme économique, il y a un programme social. Je pense qu'il y a des priorités. Il y a l'insécurité, il y a les problèmes socio-économiques. Et tout ça, je pense que c'est inscrit dans la feuille de route
du président élu. Une fois que nous aurons l'impérium, eh bien, nous mettrons toutes ces priorités-là, nous mettrons en œuvre notre feuille de route. Donc voilà un peu ce que je voulais vous dire. Mais c'est vrai, on suit les discours. On a suivi les discours du président Hollande. Il faut que vous devez savoir, c'est bien beau. Ce n'est pas le président Hollande qui viendra vous dire de vous soulever. Comme le président il l'avait dit, il faut que nous puissions nous prendre en charge. L'Europe, les partenaires internationaux ne viendront que lorsque les peuples congolais vont démontrer qu'il est prêt à se prendre en charge, qu'il ne veut plus réellement de M. Kabila au pouvoir. Donc c'est ça qu'il faut. N'attendons pas simplement que la communauté internationale vienne faire quelque chose pour nous. Et enfin, je pense qu'il y a quelque chose de triste, je vais terminer par là. Vous savez qu'on a parlé de la balkanisation. On a parlé de la balkanisation. Je pense que de plus en plus, et ça vous devez le savoir, avec le projet de loi sur les 26 provinces, ce projet de loi qui risque d'être voté parce qu'ils accélèrent les choses. Ils accélèrent les choses. Kabila sent que son départ, sa fin est proche. Il veut mettre le pays à fer à sang. Avec le vote de la loi sur la division provinciale, les 26 provinces, qui va être votée dès la semaine, je crois, la semaine prochaine, qui va être votée, ça aussi, c'est un danger. C'est un grand danger qui risque de favoriser la balkanisation. Car vous devez savoir qu'on assure, on est en train de maintenir l'insécurité à l'Est et que la plupart des provinces à l'Est sont de plus en plus liées économiquement avec certains pays qui sont à l'Est du Congo, la Tanzanie, le Burundi, le Rwanda. Les risques qu'avec l'insécurité, avec les guerres qui risquent d'arriver, ces provinces-là, demain, peuvent se sentir liées aux pays frontaliers. Donc, je pense qu'il est grand temps, il faut que nous puissions, que vous puissiez mettre cela en tête. Voilà, donc je pense que j'ai terminé. J'invite M. Babi Banoukouna, combattant bien connu, très engagé, mais également président des forces du combat intelligent. Ça, c'était pas fort. S'il vous plaît. Merci beaucoup. Voilà. Je vais me présenter, mais vous allez vous poser la question de savoir pourquoi je demande qu'on applaudisse pour ce qu'on vient de suivre. Et je sais que parmi nous, certains ont murmuré en se disant pourquoi on nous montre tous ces collabos. Parce que hier, ils ont dit autre chose. Et c'est d'ailleurs pour cela que j'ai demandé qu'on applaudisse. C'est un travail pédagogique qui a été fait par le blog Banamiki. C'est un travail méthodique. Parce que moi, Babi, je ne fais pas ce combat ou je ne l'ai pas fait pour le gagner seul avec les quelques personnes que je vois chaque jour dans des marches et dans des conférences. Dites-vous aussi ça, que vous ne faites pas ce combat pour le gagner seul. Nous faisons ce combat pour être nombreux. La guerre doit être populaire. De la même façon que l'ennemi se plaît de nous retirer des personnes dans nos rangs, c'est ce que nous aussi, nous devons avoir comme stratégie, de lui récupérer des hommes jusqu'à ce que l'ennemi va se retrouver seul, isolé, mis hors d'état de nuire. Tous ces collabos ou ces anciens collabos qui ont changé de langage ici, on a besoin d'eux. Vrai ou faux? Et d'autres qui sont encore avec M. Kabila, avant même cette échéance que nous rêvons tous, nous devons les récupérer. Vrai ou faux? Merci. Je vais me présenter. Comme on m'a présenté ici, je suis Babi Banoukouna. J'étais journaliste auprès du canal Kin Télévision de Jean-Pierre Bemba. J'ai travaillé aussi un moment avec Radio-Télévision Lisanga de Roger Lumbala. Et j'étais candidat député honoraire
non nommé Mulunda. Et puis, je suis présentement coordinateur général d'un mouvement que nous appelons la force du combat intelligent. On nous a demandé de dire un mot sur la stratégie, la façon de faire pour empêcher ceux qui sont au pouvoir, avec en tête M. Kabila, le frère africain, de ne pas continuer leur blague à la tête de notre pays. Il faut d'abord commencer par se poser la question pourquoi nous sommes restés dans ce blocage après l'échéance de 2006, après les échéances de 2011, pardon. Et aujourd'hui, nous allons aller vers 2016, mais toujours en dehors de l'impérium ou du pouvoir. Je crois qu'il y a un seul ennemi qui nous a mis en difficulté. Vous attendez que je cite un nom. Mais c'est le démon de la division. L'intervenant qui est passé avant moi, Rigobert Kouta, que j'apprécie beaucoup, a frôlé cela, la division. Si nous lisons notre histoire depuis le début, que nous avons commencé à la connaître, vous allez voir que nos ennemis, que nous connaissons tous, qui ne sont pas congolais comme nous, se sont battus pour nous diviser. Pendant que eux faisaient chez nous la politique de diviser pour... Chez eux, par exemple, là où nous nous trouvons, ils disent l'union fait la force. Donc, il revient à nous, qui comprenons la difficulté, de renverser la tendance. Pourquoi pas de se battre pour les diviser eux et de faire notre force à nous en nous unissant. En Belgique, leur histoire ne nous concerne pas. Mais beaucoup plus, rassemblons-nous pour être forts. Ce qui nous a mis en conflit avec même les kabylistes aujourd'hui, c'est le fait même qu'eux, ils ont fait aussi, je parle de la diaspora, c'est le fait qu'ils ont aussi fait cette politique de diviser. Regardez, la Constitution ne permet à personne de discriminer les Congolais. Mais il y a eu de la discrimination dans la loi électorale. À partir même de la loi électorale, depuis 2006, nous de la diaspora, nous avons été exclus. Pour toutes les raisons que nous connaissons, mais nous avions été exclus. La division, l'exclusion. Nous devons nous battre, même au niveau de notre combat, pour changer les choses. Pour changer les choses. Voir qu'est-ce qui nous a divisés avec des frères, avec d'autres mouvements, le plus souvent. Et la réponse, vous allez voir, ça n'a jamais été des raisons liées au vrai combat que nous menons. C'est des raisons des alentours. Ah, mais parce qu'il est lancé. Ah, parce qu'il est clair comme je ne sais quoi. Parce que c'est une femme, parce que c'est un homme, parce qu'il est de telle tribu, parce qu'il habite telle commune, parce qu'il parle en français, moi je veux le lingala, parce qu'il est de telle religion, parce qu'il est... C'est des choses qui en réalité n'ont rien à voir avec le développement que nous recherchons et le changement que nous voulons voir sévir chez nous. C'est pourquoi je propose ceci. Nous, au niveau de la force du combat intelligent, nous évangélisons sur la citoyenneté. Il faut que chaque mouvement, que chaque regroupement fasse ce travail d'éducation, de civisme auprès des cadres et des militants qui croient encore à eux. Parce que sans ce travail-là, nous n'irons nulle part. Regardez comment on lit, je passe rapidement aussi sur l'actualité. Quand on regarde le gouvernement actuel, on s'insurge sur le MLC. Mais qu'est-ce qui se passe là-bas? C'est un secrétaire général du parti qui part. C'est un porte-parole du parti qui part. Ce ne sont pas des simples cadres. Pendant que leur parti place des limites. Il n'y a aucun parti qui est épargné de ça. Même quand nous allons à l'UDPS en 2011, le président dit
vous ne devez pas aller au Parlement. Une trentaine de députés sont allés au Parlement. À l'UNC, j'ai appris aussi, pendant qu'il ne fallait pas aller aux concertations, une dame de l'UNC, cadre, est allée aux concertations et s'est vue remercier ministre. Et sous prétexte qu'elle appartient maintenant à une société civile quelconque. Mais lorsqu'on adhère à un mouvement, le problème se pose déjà au niveau de l'engagement. Si déjà les cadres ne comprennent pas pourquoi ils font partie des regroupements, et que derrière cet engagement d'adhérer, il y a un contrat qui naît de facto entre vous, individu, et la personne morale à laquelle vous adhérez, que dans la règle de ces contrats, ou dans les normes de ces contrats, il y a une hiérarchisation des compétences et des voies autorisées qui sortent de cette hiérarchisation. Et derrière, il y a ce qu'on appelle la discipline du parti ou du mouvement. Le Congolais n'aime pas cette liberté-là, démocratique, que les textes leur donnent, et ils aiment le libertinage. Il est président le Bimenga Penaza Moto. Voilà un peu le grand problème. Il faut éduquer les cadres, éduquer les individus que nous avons l'occasion de rencontrer de temps en temps. Parce que de là aussi ressort la division qui nous a mis en difficulté. Parce qu'on ne s'explique pas bien les choses. L'article 6 de la Constitution, nous avons un député national ici qui est parmi les garants de cette Constitution. L'article 6 demande au regroupement politique non seulement de concourir au pouvoir, mais d'éduquer aussi les cadres. Vous comprenez ces choses. C'est pourquoi je termine par là pour vous donner un communiqué. Nous organisons pour notre mouvement le 2 janvier, ce que nous appelons la causerie morale. Ça sera à Mons. Nous invitons tous les mouvements à nous rejoindre pour que nous puissions discuter dans un cadre beaucoup plus convivial, amical, familial, d'échange de vœux, échange de cadeaux entre nous aussi. Ce sont des cultures que nous devons aussi faire naître en nous. Mais que nous puissions discuter sur le passé, donc le bilan 2014 et les perspectives pour 2015. Tout cela bien entre nous, ça va nous aider à aller de l'avant. Abat la division, l'exclusion, faisons la politique de l'ouverture. Voilà par là que je vais terminer. Merci à vous tous pour l'attention. Merci infiniment, Babi Badoukuna. Je rappelle que vous êtes le président de la force du combat intégré, Benjamin Stanislas Kalombo, président de la PRODEC. Vous avez la parole. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Merci aux organisateurs. Sorry pour le petit retard que j'ai eu. Bon, je vais vite aller droit dans le sujet. Je crois que le sujet du jour, c'est la recherche de solutions pour essayer, en tout cas tant soit peu, de barrer la route à Joseph Kabila qui peut se maintenir à tout prix. Enfin, je ne suis pas lui, quelqu'un de son obédience qui pourra le protéger le plus longtemps possible. Donc, je crois que, je ne sais pas si je dois présenter encore mon organisation, c'est la PRODEC à Asbel, c'est l'association pour la promotion de la démocratie et le développement de la République démocratique du Congo. Donc nous faisons essentiellement donc nous défendons le droit et les intérêts de Congolais et de la République démocratique du Congo. Donc on est membre de la de la coalition pour la Cour pénale internationale. Pour ceux qui ont suivi un peu l'actualité, on avait porté plainte le 19 août 2012 contre Kabila, Kagame et Museveni pour tous les crimes qu'ils ont commis à l'est du pays, puisque ce sont eux les supérieurs hiérarchiques de tous ces voyous qui sont à l'est, notamment Kunda et tous les autres qui sont à la CPI pour l'instant, et leurs supérieurs hiérarchiques sont encore en liberté dans les trois pays. Donc ça c'est pour la partie droits de l'homme. En ce qui concerne maintenant la promotion de la démocratie au Congo, nous avons fait le monitoring
du processus électoral congolais depuis 2007. Et Dieu seul sait tout ce que nous avons trouvé comme cadavre. Et vous allez être étonnés, c'est essentiellement la communauté internationale qui planifie la fraude électorale au Congo. Et comme vous savez, le Congo n'est pas n'importe quel pays. Donc vous comprenez bien que Maloma, Lungo et Mulunda et tous les autres, ce ne sont que des petits hommes de main. Donc notre recherche essentielle pour comprendre le processus, c'est fondé sur des enquêtes que nous avons menées pendant très longtemps. Et malheureusement, on a fait des appels de fonds qui sont restés lettres mortes. Mais quelques Congolais ont participé quand même, qui ont contribué financièrement à toutes ces années d'enquête et qui nous ont amenés à maintenant à agir devant la justice, essentiellement en Belgique, en ce qui concerne le processus congolais. Et j'ai eu du mal à convaincre Étienne Tshisekedi lui-même, et il a donné un mandat au nom de l'association depuis 2012, juin 2012. Et chose rare, il nous a même confié son passeport pour montrer que nous sommes dans le sérieux. Et pour preuve, pour l'instant, on a essentiellement accès là. Au fait, c'est très difficile de tout mettre en 5-10 minutes. Donc la faille, il faut comprendre que nous sommes ici à la recherche de la stratégie, pour être simple. La faille du système de la planification de la fraude au Congo, la faille se trouve ici en Belgique. Donc, comme les Congolais ne savent pas agir au Congo, les intervenants internationaux constituent la faille justement du système congolais, non seulement pour le processus électoral, pour tout le système en fait. Même pour le pillage, en ce qui concerne le pillage et tout ça, de minerais, toutes ces sociétés ont leur siège ici en Europe, au Canada, aux États-Unis, où ils sont inscrits dans les registres, ils sont vulnérables. Vous n'allez pas chercher loin. On nous a posé la question ici de savoir ce que la diaspora peut faire. Il ne faut pas rester là, croire que, bon, on est là, on fait quoi, on crie une guetta, ça suffit. Non, pas du tout. Vous pouvez pleurer tout ce que vous voulez, mais ces gens-là, ils s'en foutent complètement, parce que ça fonctionne comme ça depuis 1885. Donc, la vulnérabilité de tout le système qui est au Congo, ça se trouve ici. Raison pour laquelle notre association, qui est au fait une ONG, a son siège ici, en Belgique. La Belgique, c'est quoi? C'est une espèce de... non, j'allais dire, c'est une espèce de chape de plomb que la mafia internationale a mis au-dessus du Congo pour le contrôler. Voilà en gros. Maintenant, en ce qui concerne, pour aller vite, en ce qui concerne le processus électoral congolais, donc il faut savoir que la société belge SAZS, c'est elle qui est responsable, en fait, civilement et pénalement responsable de toute la partie technique du processus électoral congolais de 2011. Je m'explique. ZS a obtenu 2 contrats, le contrat d'identification des électeurs et le contrat de nettoyage du fichier électoral. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire dans tout ce que la CNI, la CI déjà de Malumalu, en 2000, parce que c'était au Congo, il faut le rappeler, depuis 2005, avec les élections de 2006. Donc pour venir tout près, donc, pour les élections de 2011, ZS a obtenu 2 contrats, donc de l'identification des électeurs en fournissant les kits biométriques, le fameux kit là où les électeurs ont mis leurs empreintes, et le deuxième contrat qui consistait à nettoyer le fichier électoral. Donc ce qu'on a remarqué, c'était quoi? Non seulement le contrat lui-même, il est complètement, c'est un faux en écriture, le contrat, puisque Malumalu qui a signé le contrat, la CI, comme vous le savez, n'avait plus mandat pour agir. Donc c'était une institution fictive en 2010. Sa personnalité juridique prenait fin exactement le 3 février 2007 à l'installation du nouveau Parlement. C'est l'article 222, alinéa 2 de la Constitution. Donc toutes les institutions d'appui à la démocratie devaient être dissoutes de plein droit, mais Malumalu a continué. Il a signé le fameux contrat avec ZS, donc ce contrat est faux au départ. Donc ça fait partie des griefs qu'on a contre Malumalu et tout le système déjà. Donc, ils ont enrôlé les électeurs, ils ont obtenu un chiffre de 32 millions d'électeurs enrôlés. Et ce qu'on a vu, le 3 août, ZS a publié un rapport partiel qui faisait état de 3 500 000 doublons, ça veut dire de faux électeurs. Quand on fait une projection sur 11 provinces, on trouve un chiffre faramineux de 9 800 000 faux électeurs.
Et ces 9 800 000 faux électeurs persistent jusqu'à aujourd'hui. C'est toujours avec le même fichier électoral que compte organiser les élections au niveau local. Et là, il ne faut pas aller chercher loin. Le fichier électoral congolais, il y a une copie qui se trouve ici en Belgique. Et la diaspora, quand vous marchez, sachez qu'il y a une société belge qui manigance, qui détient en fait la clé de la fraude électorale ici. Donc, ce que nous allons faire, donc, comme vous le savez déjà, on a déjà été plusieurs fois devant les cours et tribunaux contre ZS, essentiellement devant le tribunal du commerce de Bruxelles, et ensuite devant la cour d'appel. Donc, dans toutes ces procédures, on a agissé un peu en retard, malheureusement, mais on a été dans les procédures, les procédures, on a été partagé, donc tous les juges ont partagé moitié-moitié. Donc nous on a agi en retard, donc les juges des référés perdaient leurs compétences, mais dans le fond du dossier, tout ce que nous avons raconté, les juges ont cru, mais c'était que le tribunal du commerce. Maintenant on prépare une grosse plainte, raison pour laquelle j'avais tout fait pour obtenir le mandat de Etienne Tshisekedi lui-même, pour mener ZS au procès devant le tribunal correctionnel. Et dans cette plainte, nous amenons vous pouvez mettre tout ce que vous voulez, essentiellement. L'essentiel pour nous, c'est qu'on ait suffisamment de moyens pour mettre tous les noms que vous voulez. Donc, pour votre gouverne, on a même les noms de tous les experts qui ont falsifié les résultats de compilation, qui ont travaillé essentiellement dans la commission ad hoc, que je crois l'honorable connaît, la fameuse commission qui a changé tous les chiffres issus du bureau de vote. Donc, ce n'est qu'une question de moyens, et ce système-là, on peut le mettre carrément à nu et remettre le processus sur les rails comme ça que le meilleur l'emporte. C'est aussi simple que ça. Donc, ça paraît comme ça un peu farfelu la manière dont je parle, mais on s'est fondé sur des documents du marché, on s'est fondé sur des documents de la CI, des documents de ZS lui-même, des documents de l'Office national du croire qui a donné les assurances crédit pour garantir les risques liés à l'exportation des titres de la Belgique vers le Congo. Et entre parenthèses, pour votre formation, on est actuellement en procédure administrative contre l'Office national du croire, puisque c'est de cet office qu'il s'agit. Cet office, pour ceux qui ne le savent pas, toute la mafia belge essentiellement passe par cet office pour assurer leur business au Congo. Donc tout se fait dans l'illégalité la plus complète. Pourquoi? Parce qu'ils savent que les Congolais ne vont pas chercher dans les dossiers. Ils font ce qu'ils veulent, ils violent les lois belges, ils violent les lois congolaises au détriment même de la simple logique. Donc, je ne sais pas s'il me reste une seule... Non, il n'y en a plus du tout. Donc, sachez qu'il y a des actions à faire. Comme je l'ai dit, il faut juste des moyens pour mettre le plus de monde possible dans ce dossier, envoyer des citations à comparaître. Merci. Mes frères et sœurs, bonsoir. Je suis Justin Walimongo. Je suis membre d'MRC et je suis le conseiller juridique de l'MRC extérieur. Pour répondre à la question posée, quels sont les moyens ou bien les techniques, des procédures à entreprendre pour empêcher la prorogation du mandat du président Joseph Kabila? Il est simple. Je crois que la Constitution de la République démocratique du Congo a mis à notre disposition, dans son titre 2, des armes qu'on peut utiliser pour faire face à cette volonté diabolique du régime de violer la Constitution. Bon, enfin, c'est une question d'ordre stratégique. Pour répondre à cette question, je fais référence au titre 2 et au titre 7 de la Constitution.
Le titre 2 qui parle des droits humains, des libertés fondamentales et des devoirs des citoyens et de l'État. Le titre Le titre 7 qui parle de la révision constitutionnelle. Vous le voyez au titre 2 dans le chapitre 4, les devoirs des citoyens. L'article 63 dispose « Tout Congolais a le droit et le devoir sacré de défendre le pays et son intégrité territoriale face à une menace. » La tentative de réviser la Constitution, c'est une menace pour le pays. Il faut faire face à cette menace. Comment peut faire-t-on face à cette menace? Nous devons utiliser les armes que la Constitution a mis à notre disposition. En se référant de l'article 64, tout Congolais a le devoir de faire chèque à tout individu ou groupe d'individus qui prend les pouvoirs par la force ou qui exerce en violation des dispositions de la présente Constitution. Déjà, on voit des tentatives émanant de ces régimes qui veulent briguer le troisième mandat. Or, le président de la République, il avait prêté serment sur base de cette Constitution. Il est interdit de faire la révision de la totalité de la Constitution sous peine d'une fraude à la Constitution. Même dans cette même Constitution, il n'est pas interdit de réviser la Constitution. La Constitution est révisable, certaines dispositions sont révisables. Mais il y a des dispositions verrouillées qui ne sont pas révisables. Là, je fais référence à l'article 220. Ce que je demande au peuple congolais, à la diaspora, d'en faire l'usage des armes que la Constitution a mis à notre disposition pour barrer la route à toutes ces tentatives de révision des dispositions constitutionnelles. Il y a aussi une responsabilité morale qui incombe aux leaders des partis politiques. Vous le savez que l'écrasante majorité de la population congolaise est moins instruite. Là, on est d'accord. Alors, il faut les encadrer. Cette responsabilité incombe aux leaders des partis et des cadres des partis. Je félicite nos amis qui sont ici et leurs initiatives. C'est la deuxième fois que je me trouve dans cette salle et je vous demande de les multiplier. Alors, c'est la pédagogie, la répétition est la mère des sciences, on va y arriver. Vous voyez aussi que la Constitution nous a assigné une obligation de moyens. Nous devons utiliser, faire l'usage des moyens que la Constitution a mis à notre place pour contrecarrer toute tentative de révision de notre Constitution. On doit les utiliser. Et nous devons aussi sensibiliser le leader de nos partis politiques et les cadres d'accompagner les militants pour lutter contre cette tentative de modification des dispositions qui ne sont pas prévues, les dispositions intouchables, les dispositions verrouillées. Il y a aussi un problème. Cette responsabilité, bien qu'elle incombe aux leaders des partis politiques et leurs cadres, ça incombe aussi aux chefs religieux. Ils doivent aussi préparer la population, les informer pour mieux être armés pour faire face à toutes ces tentatives. Il y a aussi, enfin je disais, cette responsabilité incombe aussi aux chefs des groupes de pression, tels que Bana Congo, les combattants. Eux aussi doivent faire de leur mieux pour préparer
ceux qui les encadrent pour barrer la route. C'est un problème de responsabilité. Le cas de Burkina Faso fait jurisprudence. Vous voyez que là, on n'a plus droit à l'erreur. Si je vois les élections de 2011, il y avait des tentatives de barrer la route, mais depuis 2011 jusqu'à ce jour, je crois que les Congolais sont aguerris, sont bien entraînés, préparés. Quand j'ai vu les manifestations qui se sont déroulées ici, je vois, d'ici 2 ans, on sera à mesure à répondre à toute tentative du régime en question pour toucher les dispositions de la Constitution. Il est interdit de les toucher pour permettre l'alternance politique. C'est ce que j'avais à mettre à la disposition de mes amis. Je vous remercie. Bonsoir à tous. Je voudrais d'abord commencer par remercier les organisateurs, mon frère Janon et notre aîné Henri Nzouzi, pour cette belle initiative. Comme l'ont dit tous les autres intervenants qui m'ont précédé, il est important en effet que nous puissions échanger, que nous puissions nous voir, que nous puissions discuter de l'avenir de notre pays. C'est des chocs des idées que jaillit la lumière, comme le dit. Mesdames, Messieurs, le thème du jour, c'est voir comment la diaspora peut apporter quelque chose afin de permettre l'alternative. C'est l'approche de l'INC pour permettre que le pouvoir en place aujourd'hui ne puisse se maintenir au-delà du délai du 19 décembre 2016. Comme vous le savez tous, l'INC a pris part aux élections avec notre président national, l'honorable Vital Kamerhe, et au lendemain de la proclamation des résultats fabriqués, l'INC a dénoncé cela et nous avons été sanctionnés directement le même jour, le 28 novembre à 21h. Notre radio-télévision a été fermée jusqu'à aujourd'hui. Cela n'a pas empêché la classe politique, donc au niveau de l'opposition, notamment l'INC, l'UDPS et d'autres forces politiques, d'entamer des démarches pour faire connaître d'abord les vrais résultats et surtout dénoncer la tricherie au niveau africain. Nous sommes allés à l'Union africaine, au niveau international aussi. Et nous continuons cette démarche jusqu'au moment où il y a eu la guerre du M23. Et suite à cette guerre, le Conseil des Nations Unies, le Conseil de sécurité, a adopté une résolution en 2098 demandant donc au pouvoir d'organiser un dialogue politique national. Et nous avons aussi été appuyés par l'accord cadre. Et donc ce dialogue, pour nous, ne nécessitait pas nécessairement un partage de pouvoir. Il est clair, et l'INC l'a toujours dit, que nous ne sommes ni demandeurs d'un gouvernement, ni d'une transition. Et donc ce dialogue devait porter normalement sur les questions, d'abord vider la question de 2011, des élections, la légitimité, et aussi baliser les échéances à venir, notamment la CENI dont a parlé notre spécialiste, mon frère de la PRODEC. Malheureusement, le pouvoir en place n'a pas voulu écouter. Nous sommes restés plus d'1 an et demi à attendre ce dialogue. Et pendant ces temps, au lieu d'accorder une oreille attentive à ce que nous avons demandé, nous, peuple congolais, le pouvoir a multiplié des stratégies pour pouvoir contourner les dialogues et se maintenir au pouvoir au-delà du délai légal. C'est ainsi qu'il y a eu le débat sur la révision de certains articles de la Constitution, notamment le fameux 220. L'INC, notre parti, a été très clair dès le premier jour. Nous nous sommes opposés à cette révision. Et donc, nous avons mené une vraie campagne de terrain, tant au niveau national, régional et international, pour faire savoir la position de l'INC. Après ces débats sur la révision de la Constitution, ils ont lancé l'idée du référendum, croyant pouvoir contourner l'obstacle des 120. Et comme l'a dit aussi un des intervenants ici, l'article 220 ne peut être modifié, ni révisé. Et donc, dans ce contexte, le pouvoir était bloqué et il a fallu trouver une autre astuce. Et là, c'est la troisième stratégie. Ils ont trouvé les recensements. Gagner du temps maintenant pour jouer la prolongation, jouer la montre, parce qu'il était clair que la révision avait échoué.
Et donc à présent, ils ont lancé un organisme qu'on appelle l'ONIP, donc l'Organisme national pour l'identification des citoyens. Et là, c'est toujours dans la stratégie de la prolongation. Nous tous, nous savons très bien quelle est la valeur du recensement, mais ces contextes, dans les cadres actuels, nous savons que c'est une stratégie de prolongation. Et c'est comme ça que nous disons non. Nous ferons le recensement au moment opportun. Les élections locales aussi viendront au moment opportun. Nous sommes à 2 ans, jour pour jour, je pense, de la fin de ce mandat volé. Et donc, il n'est plus question de tergiverser ni de tourner autour. Nous devons maintenant nous focaliser sur la fin de ce mandat. Ça veut dire que le peuple et l'opinion, nous ne devons plus nous perdre en conjoncture à réfléchir sur d'autres thèmes. Nous n'avons pas le temps, nous n'avons pas le moyen, nous n'avons pas le temps de nous dissiper. C'est important pour nous de nous focaliser sur cela. Et c'est ce que nous faisons au niveau de l'INC. Et ainsi, donc, la question du dialogue, nous l'avions soutenu, puisque c'était un appel de l'INC et des forces de l'opposition, avant même que le Conseil de sécurité ne les recommande. Et cependant, nous, comme je l'ai dit, nous avons vu que le pouvoir n'en voulait pas. Et aujourd'hui, qu'il reste 2 ans, le pouvoir tend à accepter le dialogue. Mais seulement, c'est un piège. Si on accepte le dialogue aujourd'hui, entre les jours, le pouvoir dira oui, et le jour où ce dialogue se tiendra, il se passera peut-être encore 1 an. Et quand le dialogue commencera, pour atteindre la fin, il prendra encore 1 an. Et le temps de mettre en pratique les résolutions, comme vous l'avez vu, les concertations, jusqu'à aujourd'hui, on vient juste d'appliquer une résolution. C'est le gouvernement de majorité élargie qui est sorti. Il y a une centaine de résolutions. Donc pour nous, à l'INC, nous disons désormais non au dialogue. Nous disons que le peuple maintenant va prendre la Constitution et appliquer la loi. La loi dit que c'est 2 mandats, un mandat renouvelable une fois. Et à partir de ce moment-là, nous n'avons plus d'autres discussions. Il s'agit pour nous tous de lire la loi et de l'appliquer comme de bons citoyens. Et donc, pour ce qui est des stratégies, bon, je pense que la première chose, c'est de renforcer notre unité, malgré la diversité. Parce que c'est important qu'il y ait la diversité. Parmi nous, il y a des gens qui sont des radicaux, il y a des gens qui sont des modérés, il y a des gens qui sont plus intellectuels, il y a des gens qui sont plus pratiques. Voilà, tout cela, c'est ce qui fait le Congo. Et c'est tout cela qui va faire notre force. Et donc, nous saluons vraiment cette initiative. Nous avons des stratégies, des idées. Mais la première et vraiment la chose la plus importante, c'est que nous devons multiplier ce genre de rencontres. Nous devons prendre part aux actions et aux initiatives des amis. Aujourd'hui, c'est Jeannot Kabouya qui a pu organiser cette activité. Nous avons déjà reçu des invitations, par exemple, de notre frère ici, et aussi le 3 à 4 janvier, le groupe Épiphanie des prêtres congolais qui organise aussi certaines activités. Nous devons multiplier ce genre de choses. Et à côté de ça, parce que ça c'est au niveau local, je dirais, entre nous, mais nous devons aussi avoir une certaine organisation au niveau extérieur, jouer du lobbying, aller voir les responsables de ce pays où nous vivons, voir au niveau de l'Union européenne, et aussi maintenir la pression de la rue, c'est très important. Et voilà donc un peu le message que j'avais à vous dire, et vraiment je vous remercie encore de votre présence. Je ne suis pas, mais je représente l'UDPS ici. Je suis membre de l'UDPS, effectivement. Donc il n'y ait pas trop de confusion entre les deux. Je me réjouis du fait que les Congolais, de plus en plus nombreux, pensent à mettre un frein aux dérives dictatoriales au pays. À l'UDPS, et vous le savez très bien, le président de l'UDPS, M. Etienne Tshisekedi, le président élu de la République démocratique du Congo, a toujours été en avance sur la pensée politique, sur ce qui se passe au pays. Tout ce qui se dit aujourd'hui, nous sommes contents que vous puissiez rejoindre un peu notre façon de voir les choses. Et je voudrais ici qu'on ait une pensée pour M. Djomi Dongala, qui est parmi les premiers à nous avoir suivis et qui croupit aujourd'hui en prison parce qu'il a voulu que les choses aillent de l'avant dans le sens de l'obtention de pardon. Chers amis, moi je ne vais pas aller expliquer les stratégies et autres que nous devons utiliser parce qu'à l'UDPS, nous voyons venir les gens après nous. Se mettre à faire le donneur de leçons n'est pas toujours bien reçu.
tout ce que nous pouvons dire, c'est courage, allez de l'avant. Nous vous exhortons à faire plus que ce que vous êtes en train de faire maintenant. Que ce soit dans le sens d'empêcher le tripatouillage dans la Constitution, que ce soit dans le sens de voir ce qui peut être fait au niveau du dialogue, qui est prévu par l'accord cadre d'Addis Abeba et la résolution 2068 ou 9068 du Conseil de sécurité. Tout cela, faites-le. Parce qu'à notre niveau, nous avons déjà, le président Tshisekedi a déjà pensé à ça. Avant même la sortie du gouvernement, il a fait un communiqué, il a remis aux autorités qui sont sur place à Kinshasa, le secrétaire général, pour transmission à M. Kobler, pour lui demander d'inviter les uns et les autres à un dialogue national. Mais faisons bien attention. Quel sera le format d'un dialogue éventuel? C'est ça le grand problème. Les gens ont l'habitude d'aller au dialogue pour être très nombreux et avoir des perdires. Les gens veulent aller au dialogue pour que cela s'éternise. Les gens veulent aller au dialogue pour avoir des postes ministériels et autres. Non, ça ne peut pas être ça. Le dialogue, c'est pour mettre fin à l'imposture qu'il y a chez nous. Ce dialogue doit être en format réduit. Les représentants des partis politiques et des mouvements ou des organismes qui comptent dans la société civile devraient pouvoir se réunir et déléguer des gens en nombre réduit. On devrait avoir un canevas de travail qui va à l'essentiel, qui ne s'occupe pas de ce qui est accessoire, mais qui va à l'essentiel. Lorsqu'on a résolu l'essentiel, et alors on peut organiser des élections dans un délai raisonnable et de manière démocratique. Le président Tshisekedi a l'habitude de parler d'un état de droit et d'un état démocratique. Parce que les deux notions vont de pair. Quand vous avez un état de droit, oui, c'est la légalité. Et quand vous avez un état démocratique, c'est aussi l'écoute du peuple. Il y a en ce moment un imposteur à la tête du pays. Il y a en ce moment un groupe de gens qui veut continuer dans l'illégalité et la fraude. Il faut vraiment que les Congolais se mettent debout et qu'ils voient ce qu'il y a d'essentiel à faire pour y mettre fin. Quant à la diversité d'opinions, elle est même enrichissante. La diversité d'opinions, la diversité de points de vue ne veut pas dire la guerre des clans. Non. Quand on a des opinions diverses, c'est pour construire, c'est pour examiner ce qu'il y a de mieux dans les différentes options que les gens présentent pour construire, pour faire mieux. Donc, je termine en disant, nous sommes contents que les gens nous suivent. Nous sommes contents que d'autres aient précédé et nous vous remercions. Merci. Merci infiniment. À tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation de la présente Constitution. Et bien voilà, un combat noble que nos amis ici aiment. Et donc, lorsque nous menons ce combat aujourd'hui, c'est un combat de l'égalité, c'est un combat de légitimité, c'est un combat constitutionnel que personne d'autre ne peut, en tout cas, nous reprocher de l'avoir mené, puisque nous mènerons ce combat sur base légale, sur des bases juridiques solides. Et avec ce qui s'est passé au Burkina Faso, nous devons savoir orienter notre combat. Ne nous dispersons pas, je félicite mes frères et sœurs, mes frères qui m'ont précédé ici, mais ne nous dispersons pas dans les idées. Il faudrait bien voir
ce que l'on dit en anglais, focus. Bien focaliser l'objectif que nous poursuivons. L'objectif aujourd'hui, c'est quoi? Je l'ai dit ici, c'est un combat de l'égalité, de respect de la Constitution. Et donc, il y a eu ce qu'il y a eu, que nous ne pouvons pas encourager. Mais c'est puisque nous sommes à 2 mètres de la fin, c'est pourquoi j'ai dit ici, quelle que soit la longueur de la nuit, le jour finit par apparaître. Eh bien, voyons maintenant ces combats-là. Ne nous dispersons pas pour ne pas perdre nos énergies. Et donc, aujourd'hui, le combat devient un combat constitutionnel, puisque aucun pays au monde, aucun pays, surtout les pays de vieilles démocraties, ne peut accepter que la loi fondamentale soit violée. Il n'y a pas de raison. Quels que soient les marchés qu'ils ont acquis, quels que soient les intérêts, aucun pays aujourd'hui ne peut vivre en autarcie. En plus forte raison, la République démocratique du Congo, nous ne pouvons pas vivre en autarcie. Nous sommes un pays qui se veut démocratique, nous sommes un pays ouvert au monde entier. Et donc, la République saura préserver ce qui est légalement acquis, ce qui est au profit de la République et de nos partenaires, et nous allons, par exemple, revenir à des contrats lyonnais qui ont été donnés de manière frauduleuse, juste pour asseoir un régime que l'on croit pérenniser en violation de la présente Constitution. Je ne saurais pas terminer sans vous dire un mot sur ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Mes chers frères et sœurs, c'est pourquoi je regrette amèrement. Si j'avais su, j'aurais amené le travail fait par Caritas Butembo. Vous verrez comment les enfants, des garçons de 5 ans, de 6 ans, sont égorgés à la machette. À la machette, s'il vous plaît. Vous verrez comment des gens viennent et ils portent les uniformes des FARDC, soi-disant que c'est des éléments des FARDC, ils appellent leurs frères et sœurs, et à la fin, c'est pour les éliminer tous. Mais dans tout cela, le rapport des missions et de consolation de l'Assemblée nationale parle. Dans tout cela, vous verrez qu'il y a la complicité des éléments, de la complicité interne. Je vous donne un exemple. Un rescapé vient voir un major de l'armée congolaise et lui signale que voilà, nous venions par exemple à Beni Butembo, et le taxi qui fait navette fait payer à son client $50 américains. Ce taximan prend 4 personnes à Butembo pour les amener à Beni. Ces gens-là lui remettent $500 arrivés à Beni. Au cours de tout au long de leur voyage, ils parlaient à Kinyarwanda. C'est un témoignage connu de tout le monde. Alors, la personne va signaler au service de la mer que voilà, j'ai pris des gens de Butembo qui, au lieu de me payer $50, ils m'ont payé $500. Ils parlaient Kinyarwanda. Le service ne fait rien. Un major de l'armée, on vient les signaler qu'il y a des gens qui sont entrés et qu'on peut aller vous le montrer. Il chasse d'abord le rescapé, il menace tous ces éléments, il les arrache même des chargeurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a la complicité interne. On nous parle des ADF Nalou, mais à mon avis, je crois que c'est le combat qu'on nous menait aux alentours de Goma, qu'on a transformé à cet holocauste. C'est l'holocauste à Beni. Et donc, devant cette faillite de l'État, devant cette complicité, le salut, c'est le respect de la Constitution. Il faut qu'il y ait alternance dans notre pays. Et vous êtes capable d'imposer cette alternance puisque vous menez un combat maintenant constitutionnel, un combat qui repose sur des bases juridiques solides que personne ne peut vous reprocher. Voilà mes frères et sœurs, je suis à votre disposition compte tenu du temps qui m'est alloué.
pour répondre à vos préoccupations. Je vous remercie. Merci infiniment, honorable. Merci d'avoir surtout pris un peu de temps pour votre séjour ici. Vous venez de Kinshasa. Merci d'avoir vraiment accepté de venir ici pour partager ce témoignage poignant et vos observations. Chers sœurs, bonsoir. Je m'excuse tout d'abord d'être venu en retard. C'est puisque M. Jeannot, il a appelé un de mes collaborateurs. Je me trouvais en Allemagne. Et quand il m'a dit que je devais m'entretenir avec vous, je lui ai dit que je devais tout faire pour être là. Et franchement, j'ai fourni beaucoup d'efforts pour être là. Et c'est pour cela que je vous dis, je vous en prie de m'en excuser. Ce n'est pas que j'étais là et je ne voulais pas être là pour me comporter comme un chef. Pour ça, veuillez m'en excuser. J'aimerais ce soir essayer de partager avec vous. Qui suis-je? Pourquoi j'ai fait la politique? Pourquoi je ne suis plus avec Kabila? Et quelle est la solution? Moi, je viens de voir, il y a dans cette salle des gens qui m'ont connu. Je suis né à Kolwezi, j'ai étudié à Kolwezi, j'ai fait mes études à l'université de Lubumbashi en tant que juriste. J'ai travaillé comme en tant qu'avocat stagiaire et puis avocat à Lubumbashi. Et puis j'ai travaillé en tant que défenseur des droits de l'homme. Je ne pouvais jamais m'imaginer un jour que je pouvais faire la politique. Mais comme on dit, si tu ne t'occupes pas de la politique va s'occuper de toi. Ça, c'est une longue histoire. J'ai eu des sérieux problèmes. En 2003, 2004, Musée entre à Lubumbashi. Et puis, moi, je suis un avocat d'affaires, un très bon avocat d'affaires. J'ai des problèmes, puisqu'on me dit non, avec mes clients, on voulait faire un coup d'État. Vous savez, il y a des mots, quand on vous dit un coup d'État, vous ne pouvez pas vous imaginer c'est quoi. Et, curieusement, on vient un bon matin, on m'arrête. J'ai fait les cachots de l'ANR. Et c'est là, ça a commencé maintenant à me révolter. Je sors, ce n'est plus musée. Vous allez m'excuser, je ne vais pas entrer beaucoup en détail, j'aimerais être bref. C'est Joseph Kabila qui entre. Vous savez comment l'histoire se passe. Et j'ai des très sérieux problèmes. Et là, je me dis, ok, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé une ASBEL. Comme les Katanga et les mots de tout ce qu'on peut s'imaginer dans ce monde. Lumumba était tué au Katanga, Yahi Tchombe, Yahi. Et puis, je me dis, au moins, j'ai créé la solidarité katangaise. Où, avec tout ce qu'on a connu comme problème, je me dis, au moins pour une fois, on peut réunir tout le monde de Katanga pour voir si nous pouvons aller de l'avant. Et c'est comme ça que j'ai créé la solidarité katangaise. Effectivement, mes chers sœurs et frères, ça marchait. On était à 50, comme on est dans cette salle, et puis à 1000, à 10 000, à 20 000. Et effectivement, vous verrez,
Vous pouvez vérifier ça. En 2006, j'étais le deuxième, après le gouverneur Moïse Katumbi, malgré que je n'étais pas avec eux, j'ai été élu député national, et puis député provincial. C'est plus que les gens croyaient en moi. Mais il s'est fait que les autres, ils ont compris que j'étais un danger pour eux. Mais moi, je n'étais pas un danger pour eux. Moi, je me disais que c'était pour le développement de notre pays. On évolue, on crée tout ce qu'on pouvait créer. L'Alliance pour la majorité présidentielle. Et puis, en 2011, il y a ce qu'il y a eu. Avant ça, nous avons créé la majorité présidentielle. Parce que ce qui est vrai, l'objectif c'était de créer un grand parti. Comme ce qui se passe aujourd'hui en France avec IMP. Mais ça n'a pas marché. Pourquoi? Les gens n'ont pas crié à ça. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris qu'il y avait un problème. Si j'entre en arrière, en 2006, moi j'avais soutenu Pai Pai. Moi je n'étais pas avec Kabila. Et quand nous avons échoué avec Pai Pai, j'ai tout fait ce que je pouvais faire. C'est Pai Pai qui me dira qu'on devait soutenir Kabila. Je lui ai dit non. Il m'a dit oui. Comme c'était lui le président de notre coalition, j'étais obligé de convaincre ma base. Mais ce n'était pas facile. Nous avons commencé la réunion à 15h pour terminer à 3h du matin. Et finalement, nous avons accepté. Et c'est ce qui a été fait. Mais ce qui est vrai, quand je rentre à Kin, le même jour où j'atterris à Kinshasa, je trouve les gens qui étaient avec nous dans la coalition étaient en train de démissionner. Et j'appelle Pai Pai, je l'appelais toujours Petri. Je dis, mais c'est quoi cette histoire? Il dit, viens me voir, je vais t'expliquer. Pai Pai, de lui-même, avait déjà changé pour dire qu'on ne devait plus soutenir Kabila, on devait soutenir Jean-Pierre Bemba. Ça, c'était grave. Vous voyez, ça c'est le moment-là que j'ai compris en politique que c'était pas facile. Et je lui ai dit non. Je ne pouvais pas être comme un mouton que tu pouvais me traîner à gauche ou à droite. Ce n'est pas ça notre préoccupation pour ce soir. Effectivement, je m'engage dans la majorité, alliance de la majorité présidentielle. Et en 2011, nous avons tout fait, nous avons fait passer encore Kabila aux élections. Et c'est de là où ils ont voulu que cette alliance puisse être maintenant un grand parti politique. Et comme vous le savez, il y a eu des dirigeants des partis politiques qui ont le courage pour lui dire non. Y compris moi, j'ai dit non. Ce n'était pas ça notre convention. Et c'était passé. Et quand vous avez un engagement, vous devez savoir les respecter. Mais curieusement, en 2013, il y a eu les gens de son parti politique, ses acolytes, qui ont commencé à nous dire non, est-ce qu'il n'y a pas moyen qu'on puisse nous donner encore un autre mandat pour 2016. C'est là où est parti le problème. Là, je dis non. On ne s'était pas convenu comme ça. On s'était convenu, on arrive fin 2016 et ça s'arrête là. Et il y a eu des menaces. Ça, je vous l'ai dit en toute honnêteté. Vous êtes ici. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Vous êtes chez vous. On vous appelle,
on vous dit ou tu les fais ou tu ne les fais pas. Et je suis parmi des personnes qui ont pris leur courage pour leur dire, écoute monsieur, faites tout ce que vous voulez, non, n'acceptez pas. Kabila, on dit il est du Nord Katanga. S'il est du Nord Katanga, j'accepte qu'il soit du Nord Katanga. Est-ce que vous pouvez vous imaginer qu'à Malemba Nkulu, à Kamena, à Nkoro, Kabalo, Kalemi, à ces jours, qu'il y ait des individus qui sont incapables de manger, qui sont incapables d'avoir du sel, qui sont incapables d'avoir du savon. Et quand le Premier ministre, Matata Mpoe, dit la croissance macroéconomique, je ne suis pas un économiste, je suis un juriste. Mais quand on parle de la croissance économique, c'est-à-dire, effectivement, il y a une croissance à tous les niveaux. Mais au niveau social. Oui, vous avez vos frères à Kinshasa. Vous avez vos frères au Katanga. Vous avez vos frères à Mbujima et Kananga et partout. Les gens ne savent pas manger. Ils mangent. C'est les mots que j'ai compris par délestage. Manger par délestage, c'est-à-dire quoi? Papa mange à midi avec un enfant. Maman mange avec sa fille le soir. Où est la croissance macroéconomique? On se moque de qui? Est-ce qu'on trouve ça normal? Et pourquoi M. Kabila, quand on a fait la concertation, il y a de cela une année, pourquoi il n'avait pas fait sortir son gouvernement? Pourquoi? C'est-à-dire, il a compris, il faut faire souffrir les Congolais pour qu'ils puissent s'agenouiller devant lui. Et c'est ce qu'il a fait. C'est comme ça que vous comprenez dans des partis politiques. Je n'ai pas besoin de les citer. Et on vient, une année après, on vous affame, et puis on vient, on vous prend, et puis on vous dit, ok, vous voulez entrer dans le gouvernement? Oui, ici, nous sommes prêts. Mes frères et sœurs, est-ce que c'est comme ça que nous devons continuer? Moi-même, est-ce que je n'ai pas été sollicité? Point d'interrogation. Ce n'est pas notre débat d'aujourd'hui. Mais ce que je voulais vous dire ce soir, nous devons savoir résister. Babi toyaka na cadre de l'invitation ba ndeko na biso ba combattant peuple congolais Jeannot Kabouya son excellence beaucoup de respect babingisa biso wana ba master ba salaki initiative ya kitoko ya marque ya communauté pour na ko so mamba Congo ko balobi yo moso na chapeau babi Kabila pas de prolongation de mandat donc toboyi ba changement de constitution donc yango moni flataki ngai pour nga lela liloba oyo pour ça otali Kabila pas de prolongation de mandat balobi ça la développement introduction conclusion nango ça veut dire il doit partir. Oui, bonjour, moi Guélor Congo, le combattant de l'ombre. Donc pour hier sous toujours à Bruxelles par rapport à l'initiative au grand combattant Jeannot Kabouya organisé. Donc à Oisa vraiment tout cas bateau na moni na katiwana et ça qui est nécessaire vraiment pour ça là parce que il faut surtout banadia pour ça la répétition il y a nini pour organiser puis na ba marche où ils appellent nécessaire pour na goûter joana libanda.
donc aza déjà on a une légitimité donc la commune à Souka donc bana Congo toyangana. Merci. Bandeko, je vous ai dit que nous avons entamé la dernière ligne droite. Voilà les t-shirts et la casquette. Pas de prolongation du mandat pour Kabila. Cette fois-ci, ça va passer ou ça va casser. Nous avons pris l'initiative de rassembler. Il nous faut un large rassemblement. Au-delà des clivages partisans, au-delà des partis de fanatisme, de partis politiques. Nous allons nous rassembler. Kabila, de son vrai nom, Hippolyte Kanambe, qui est né des parents tout rwandais, il doit absolument partir. Ici, il y a toutes les tendances, il y a toutes les franges, toutes les forces vives de la nation. On discute sur le Congo, on discute de la problématique du Congo, on discute aussi des solutions que nous devons apporter. Mobilisons-nous les amis, mobilisons-nous. 2015, ça doit exploser. Ingeta, la victoire est certaine. Les amis, quoi, pasteur Bobo, aux traiteurs. Nous avons fait au Lambaka, au Lessakabatebele, la domaine nayo, il y a Kalamiko pasteur Bobo, au présenté Makamulayo. La diaspora, aux la coiffeur, aux la salon de coiffure, au Yébana, Penza Batbayaka, Bakatarasuki, il y a Kalango, aux la promotion. Toyambayo, les amis quoi, pasteur Bobo. Aux la boutique exotique, Yaka aux Congolais, Tobi qui est le boutique exotique et belé, et comme les Pakistanais, et comme les Indiens, et comme les Balani, mais mon Congo, au Tekara Kwanga, au Tekara Biloko, il y avait du à Congo, Yaka la micro pasteur Bobo, trouver la promotion, les amis quoi, pasteur Bobo, donc pousser la biso à Congo, va répondre. Ozala yo olu esakami tuka ozala na imona yo bandaku olu esaka bandaku yaka appartement bandaku tekami bandaku yaka la micro pasteur Bobo tokoyamba yo pote na bazali bele ozala pâtisserie ozala boulangerie na domaine nyonso oyo ozali na diaspora yaka ceux qui ont entreprendre la pototé et ozala pas lobby na mboka la biso o entreprendre ozala agence no à fret au botunda biloko ezala mbongo biloko okwa yaka la micro pasteur Bobo ekomi tango bana diaspora babanda ko entreprendre ba yeba pour ceux qui bazongi na mboka mo lobby ba yeba eloni ba kosala ata soki au travail de la Congo ba entreprise na yo ezala Congo oza ko entreprendre na mboka la biso Congo yaka la micro pasteur Bobo ezala miso pe matoi ya diaspora.